C'est pas parce qu'on change d'année qu'on doit abandonner un projet prometteur débutant en 2023. Donc on va reprendre là où on s'était arrêté, non sans avoir surmonté quelques menues difficultés. On s'était malgré tout retrouvé avec une paire de culasses en malle de massage. Un genre de massage basé sur des machines dépassant la tonne, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai donc sollicité la personne idéale pour ce traitement. Bon, cette fois-ci j'ai besoin de monsieur le comte, mais il a pas voulu déplacer ses outils. Crise de fainéantise, je crois, du coup je vais devoir me déplacer jusqu'à chez lui. J'espère que j'ai pas oublié les culasses, ce serait dommage. Bah oui, toi. T'as fait bonne route? Ouais, ça va. Ouais, ça a été. Putain, t'es passé à 2 doigts de plus jamais pouvoir poster de vidéo, toi. C'est côté champ que ça a été embouti. Donc On a vu, je pense que c'est lui, ouais. Ouais, je suis passé à 2 doigts d'avoir la fibre coupée là. Vas-y, redis-moi ça parce que. C'est un disque de muscu. Moi j'en ai acheté plein parce que ça fait des super outils. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas de la fonte en fait. Ok. Les vieux ils sont en acier comme ça. Du coup, j'ai fait toutes les opérations là pour que ce soit parfaitement adapté, que ça tourne rond, etc. Ah, moi je pensais qu'en fait il te manquait un outil de coupe Non, mais correct, parce que mais. j'avais pas d'outils à surfacer, mais ça c'est des outils de tour à métaux. Mais ça Ok. c'est des outils super standards. Je t'arrête une seconde, il y a quelqu'un qui m'a reproché de pas avoir filmé ta tronche. Ah bon? Donc, Bah voilà, regardez ma attends. gueule. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Tu vois, moi je sais pas trop ce que ça change, hein, mais Ouais, voilà quoi. tout le monde te reconnaît à la voix. Bah, Ça j'ai faisait jamais propre. fait de culasse. Bah écoute, on va voir. Tes culasses, On va peut-être enlever 2 mm direct. Ça va être les cobayes, hein, tes culasses. Hein. Mais j'ai fait un essai. Ça a l'air bien. plutôt bien. Je vais le couper. Voilà, ça suffira. Je te dirais bien que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu fais, mais ça impliquerait que je sais ce que tu fais. Et c'est pas le cas. Enfin, que partiellement. Mettre des lunettes, hein, normalement. T'as pas de gants, t'as pas de lunettes. Moi je trouve ça vraiment très irresponsable. Hein. On va voir au comparateur là le défaut théoriquement. Et le mec me gueulait dessus et il me parlait en italien en plus. Il me disait Aziz. Non, non, il me disait pas Aziz Lumière, il me disait la loce. Les Corses qui se prétendent ni français ni italien. Je pense que là je suis pas dégueulasse. Décidément, j'aurais vraiment dû tout nettoyer avant de venir. Je le saurai pour la prochaine fois. En fait, je pense que je vais. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever. Bizarre d'être regardé. Je vais enlever l'image et je vais mettre que le son. À un moment donné, je voulais. Ah, mais là, les moteurs d'essuie-glace, ça va pas être suffisant. Ouais. Là, on va voir un peu ce que ça donne. C'est juste les résidus de joint, je crois. Tu vois, ça bouge pas. Hein. Là, il n'y a rien. Parfaitement dans cet axe-là, on est bien. Un petit peu dans le fond. Peut-être descendu un peu. Ouais, c'est descendu, ouais. C'est peut-être bien là que réside mon Au problème. Ouais. Je crois que c'était pile poil là. Voilà. Là, ça va dans l'autre sens. T'es à plus. Ouais, là, déjà, toi. Et là, on est à plus 3 centièmes. Et là, t'étais à moins 3. Ok, parce qu'elle est sûrement un petit peu creusée comme ça, Ouais. en banane. Mais là, elle est plate, quoi. On est à moins de 5 centièmes de défaut, là, sur la diagonale. Donc là, on va pas mettre de cale. Ouais. On va l'usiner comme ça. Ouais. Donc là, si je prends une passe d'un dixième, théoriquement, je prends tout. Hein. Je prends tout le défaut. Hein. On va prendre une petite passe d'un dixième, déjà. Puis on va voir ce que ça va donner. Ouais. Et puis on prend. Ça y est. J'ai lu les commentaires de la dernière vidéo où on te voit, Ouais. dans la mienne du coup. Et il y a des gens qui sont mécontents du fait qu'on te voit beaucoup dans les vidéos des autres, mais pas dans les tiennes. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec ça d'ailleurs. C'est avec une appréhension paternelle que je regarde l'une des deux culasses passer sur le billard. Heureusement, j'ai persuadé le meilleur chirurgien du département de se pencher sur ce cas, somme toute banal, d'une automobile japonaise aux culasses fuyardes.
Tu rabotes de la fonte des fois ou de l'acier, l'outil là? Non. Plaquette fonte et ça marche. Donc tu peux. Donc je peux, ouais. Donc si je récupère une voiture V8 américaine par exemple, je pourrais travailler dessus. Bon, je me casse? Bah casse-toi, ouais. Puisqu'il s'est miraculeusement arrêté de pleuvoir, on va pouvoir reprendre les activités avec ce qui est presque un cadeau de Noël en avance. En fait, c'est ce qui va me permettre simplement de continuer les travaux quand j'ai cassé mes vis de poulie d'Abracam. Évidemment, j'ai appelé Alex en pleurant. Et je sais que tout à l'heure, dans ma boîte de lettres, il y aura des vis neuves. Et j'aurai plus qu'à remonter les culasses, remonter le moteur dans la voiture, monter mon jeu de roue clouté que j'ai acheté. Et, ah ouais, merde. Par contre, la neige, là, je crois que c'est mort pour l'instant. Donc, avant de remonter ce moteur avec des culasses parfaitement rectilignes, on a 2-3 pièces à mettre en place. Des basiques, simplement, quand le moteur est déposé, c'est bête de ne pas le faire. J'aurais pu mieux protéger le moteur parce qu'on a eu droit à une mousson tardive par ici et il a bien pris la flotte. Heureusement, il n'est pas resté trop longtemps comme ça. J'ai juste eu à passer un coup de laine d'acier fin dans les cylindres pour gommer les traces de corrosion. Voilà, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est nettoyer le plan de joint. C'est pas ça que je vais utiliser. J'ai une brosse avec des poils en plastique ou en nylon, je sais pas trop. Je crois que ça, c'est plutôt adapté à ce genre de travail. Je vais voir si ça suffit à tout enlever. On va tester. Normalement, c'est pas agressif. Je pense que là c'est suffisamment propre. Ça m'a quand même pris un moment, 3/4 d'heure, 1 heure par là pour faire ça. Donc je vais passer à l'autre côté. Alors. Là, c'est le moment ou jamais de changer les joints spi avant et arrière. Là, il y en a sûrement quelques-uns qui vont me demander quel est mon super outil dédié à l'extraction des joints spi. En fait, c'est un machin que j'avais eu dans un kit de débosselage, donc autant vous dire que c'est pas prévu pour ça, mais ça marche super bien. Bon, apparemment, c'est un classique ce genre de fuite. Ça vient du support de filtre à huile qui est relié au système de refroidissement d'huile également. Je vais devoir changer le joint et je crois que je l'ai vu dans la pochette de bas moteur, ça tombe bien. Bah, pour une fois, il était pas serré. Je l'étais préparé, ils mettent beaucoup de force. Évidemment, j'ai aucune douille assez longue pour faire ça. Ça passe pas non plus. Putain, ça y va presque, hein. Moi, j'ai été m'acheter une nouvelle douille. J'espère qu'elle me servira de temps en temps. Poursuivre leur montage. J'ai rempli le filtre à huile. Déjà ça mis dans le circuit. Voilà, on est au grand moment de la repose de culasse. Bon, la procédure de serrage des culasses, c'est assez marrant. On a presque l'impression que les types se foutent un peu de ma gueule. Voilà en quoi ça consiste. Donc serrer les vis au contact, ok. Serrer dans un ordre alphabétique, donc c'est A, B, C, D, E, F, à 29 Nm, puis à 69. Ensuite, 180 degrés en desserrage, puis 42 Nm au serrage, serrage ensuite à 90 degrés, puis resserrage à 45 degrés, et pour finir, resserrage de ces deux vis à 45 degrés. Bon, moi je fais ce qu'ils me disent, hein, mais... C'est donc une opération de haute volée.
comme dans ma vie de bricoleur, j'ai quand même réussi à poser 2 fois un disque d'embrayage à l'envers, je me permets de vérifier ça vraiment pour être sûr qu'il n'y a pas de possibilité de se gourer. Et non, il n'y a pas de possibilité de le monter à l'envers cette fois-ci. Je me suis confectionné un centreur avec du matériel de haute technologie, soit une grosse vis et du scotch. On va pouvoir remettre en place le collecteur d'admission, mais pas avant d'avoir remplacé les joints qui semblaient fuir au niveau de la pipe à eau. Je plaide coupable, je me suis rendu compte trop tard que c'était encore un jeu aux soupapes à régler. Et bon, cette fois-ci en plus c'est pas des cales adaptables qu'on peut prendre d'un autre modèle, non c'est vraiment spécifique et là, ouais, j'ai laissé tomber. On va donc partir du principe que cette perfection mécanique asiatique a un jeu aux soupapes qui n'évolue pas au fil du temps. Enfin bref, on peut passer maintenant au remplacement de tous les galets et roulements de la distribution, mais aussi de la pompe à eau. J'en ai marre de passer derrière des mecs qui font n'importe quoi. J'avais remarqué que en retirant la pompe à eau, les vis elles étaient vraiment à peine serrées. J'aurais presque pu les enlever avec les doigts. Et bon bah maintenant je connais l'explication. Ils ont foiré une des vis. Donc ils ont jamais pu vraiment la serrer fort. Ils ont dû avoir trop peur de foirer les autres aussi. Enfin c'est le filetage du bloc hein, d'ailleurs, c'est pas les vis. Et du coup voilà, c'était pas serré. C'est pour ça qu'ici j'ai une vis différente, parce qu'il m'en manque une, je sais pas ce qu'ils en ont fait. Je vais pouvoir interchanger avec celle que je suis en train de retarauder. Là je passe en M8. C'est le moment de remonter les poulies sur les portées d'arbre à cam. Heureusement, j'ai pu les reponcer et ça n'a pas posé de problème au remontage. Et puis je vais pouvoir utiliser mes vis toutes neuves en prenant garde de bien faire attention à ne pas utiliser de frein filet et se contenter du serrage préconisé du constructeur qui est d'ailleurs pas énorme. Voilà, hein, c'est pas très spectaculaire et manifestement c'est pas celui qui avait été appliqué précédemment. Attention, c'est le moment de pas se foirer, mais c'est aussi le moment de galérer. Faut pas rêver, ça va pas être drôle à faire. En plus, ils nous ont mis des repères et ça veut dire que je vais être tenté d'essayer de les suivre. Et en final, la pratique m'a donné tort puisque le remontage s'est fait sans souci, pas de difficulté particulière. On va juste s'assurer que tout est bien synchro, les repères en face cette fois-ci, puisque, rappelez-vous, au démontage, il y avait eu quand même un petit problème manifestement au dernier remplacement de la distribution. Pas une mince affaire. Voilà. Il se pourrait qu'on soit bien calé. Pour moi, on doit être bon. Là, c'est aligné. Là, c'est aligné. Là aussi. Ce repère-là, c'est bon. Pareil là. Ici. Et là. On peut donc dégoupiller la grenade du tendeur et faire quelques tours avant de le resserrer. Il devrait être là-dedans tout à l'heure. Si je me suis pas trop foiré hier et qu'aujourd'hui j'assure à peu près le coup. Mais ouais, on est quand même bien avancé. Hein. Il reste plus grand chose là. L'écarteur de distri, remettre en place la poulie de Villebrequin, la serrer au couple. Et c'est tout. Après, il faut que je le rebalance dans la voiture.
Et on va espérer qu'il n'y ait pas de fuite à des endroits qui nécessiteraient de nouveau des déposes pénibles. On s'y met, il fait froid, mais ça va pas se faire tout seul. Et je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut pas compter sur une nette amélioration de la météo. Moi j'aime les chèvres. C'est à peu près à ce moment-là que je me suis rendu compte que ça allait être galère. Ça a été pénible. J'ai passé des heures entières à aligner moteur, boîte. J'aime pas cette manière de faire. Bon, j'ai peut-être bien gagné du temps, mais pas en énervement. J'ai fini par ressortir ce truc que j'avais pas utilisé depuis la repose du moteur de la DB7, je crois. Ça m'a permis d'incliner un peu mieux le moteur, mais le problème c'est que les points d'ancrage sont en diagonale. Donc en voulant faire basculer le moteur en avant ou en arrière, on le fait aussi tourner, abaisser ou lever d'un côté et de l'autre. Et c'est vraiment le merdier. Là, normalement c'est bon, j'ai pas encore testé l'embrayage, mais j'ai pas forcé vraiment sur les vis. Je m'en suis juste servi pour me guider. Et à un moment donné, ça s'est rapproché assez brusquement, donc ça devrait être bon. J'ai plus qu'à reposer le moteur sur ses supports, remettre les vis, rebrancher le faisceau, et puis on n'oubliera pas de mettre de l'huile. N'est-ce pas ? Et au final, juste replacer les supports moteurs dans la traverse, ça a été aussi assez chiant. Enfin, avec ces opérations derrière nous, on peut reprendre la paisible balade champêtre qu'est le reste du remontage. Mais on pourrait toujours être acculé par un groupe de chasseurs ayant fêté le Beaujolais nouveau. Une balle perdue est toujours une possibilité. Bon, là, ce serait pas une balle perdue, ce serait une distribution mal calée, une culasse mal serrée, des débris dans le circuit d'huile, enfin, vous avez saisi le parallèle avec la promenade en forêt. Enfin, non, je suis peut-être allé un peu loin dans la métaphore. En cette période de fin d'année, il ne faut pas se priver de dire merci aux personnes qui nous soutiennent. Donc merci à vous déjà qui regardez ces vidéos, qui commentez, qui vous abonnez. Et puis merci aussi à Racing Lube, puisque ça fait déjà un moment qu'ils m'envoient tout ce que je leur demande à la vitesse de la lumière. Et ça tombe bien là, c'est clairement le bon moment pour mettre de l'huile dans le moteur avant que j'oublie et que je tente de démarrer en l'état. C'est le moment un poil stressant où on espère vraiment qu'on a bien géré tout ce qu'il y avait à gérer. Parce que là, encore ça allait jusqu'à ce que j'essaye de remettre le moteur dans la voiture et surtout que je la colle à la boîte. Parce que ça, c'était vraiment la partie pas drôle du tout et qui m'a pris beaucoup de temps. Et rien que ça, c'est vrai que ça me ferait doublement chier de devoir tout recommencer pour une connerie. Mais c'est le genre de choses qui arrivent quand on fait de la mécanique. Cette fois-ci, j'ai pas fait la même bêtise qu'avec la Maserati. J'ai laissé les bobines débranchées et je vais la faire tourner un bon moment au démarreur pour que la pression d'huile arrive jusqu'en haut. Il nous manque un élément à l'équation, un truc un peu basique que j'avais presque oublié, mais heureusement j'y ai pensé il y a quelques temps. La belle étincelle m'a un peu surprise parce que j'avais laissé le contact en fait. Donc là, pour rappel, l'objectif c'est pas de démarrer,
les bobines sont toujours débranchées. On va juste essayer de faire monter la pression d'huile. Vous savez quel est le point commun entre la 3200 GT et cette voiture ? Un foutu papillon électronique de merde. Le voyant d'huile s'est éteint, donc maintenant on peut rebrancher les bobines et puis on va essayer de démarrer. Et là, moteur en place, on commence à comprendre la douleur qu'entraîne chaque opération à effectuer sur les culasses. Pas de place. Rien que reconnecter les bobines est pénible, quoique un peu moins galère en rampant. C'est que ça ressemblerait bien à un sans faute pour l'instant. Et voilà, une bonne chose de faite. Radiateur flotte. Et tester s'il faut que je remette du liquide dans le vase de direction assistée. Je l'ai vidé parce que la pompe fait du bruit et le liquide était d'une couleur assez discutable. Ouais, parce que j'ai parlé d'un sans faute, mais c'est sûr que sans liquide de refroidissement, les symptômes du joint de culasse sont plus ténus. Donc là, l'épreuve du feu, ça va être les premiers kilomètres et le moment où on va pouvoir taper dedans assez furieusement pour être sûr que le problème est derrière nous. Apparemment tout a l'air bon. La première chose à faire, c'est de voir si la voiture bouge, on sait jamais. À la sensation à la pédale d'embrayage, ça a l'air bon. Pour faire notre premier essai routier, comme j'ai une confiance assez limitée en les indicateurs de température qui sont embarqués dans la voiture, parce qu'en fait ils sont souvent prévus pour rester au milieu sur une large plage de température. Il y a un truc que j'ai depuis un moment que j'ai pas eu l'occasion de tester parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de voiture avec un port OBD. Topdon, c'est ceux qui m'ont filé ma valise de diagnostic qui a quand même largement fait ses preuves depuis le temps. Il m'avait aussi envoyé ça, donc c'est un dongle OBD qui a utilisé avec le téléphone. Ce qui est assez pratique dans ce cas de figure, ça permet d'avoir un truc qu'on laisse brancher pour pouvoir monitorer l'état de santé de la voiture. Et bon, en principe, ce qui est surtout très important avec ces outils, c'est pas tellement le matériel, ça compte un peu, mais bon, c'est pas le plus important, c'est surtout la banque de données. Et jusqu'à présent, ils ont beaucoup de rétro-engineering de fait. J'ai pu le constater, hein. Regardez la Maserati, je peux la lire avec. L'emplacement pour le port, il n'est pas assez large, donc la plupart des appareils passent pas. Celui-là, c'est juste. Donc si vous cherchez ce genre de dongle qui fonctionne bien avec une grosse compatibilité, je vous le conseille, je vous ai mis un lien en description. Ce qui veut nous intéresser ici, c'est les données en direct, mais on peut quand même lire pour voir s'il y a des défauts déjà avant de démarrer, histoire de pouvoir récupérer les nouveaux qui seraient susceptibles d'être générés pendant les premiers roulages. Mais là, il n'y a rien pour l'instant. Donc là, ce que je vais surtout surveiller, c'est cette donnée-là, température d'eau. Et il y en a beaucoup d'autres qui pourraient servir, mais pour l'instant, c'est pas forcément le plus important. Pour le premier cycle de chauffe, j'ai été jusqu'à une station de lavage et je lui ai offert un petit décrassage histoire de me débarrasser de son aspect un peu négligé. J'en ai profité pour passer un coup de jet dans le compartiment moteur, et là, le papillon électronique m'a immédiatement fait savoir que j'étais un gros con. Évidemment, j'allais pas me laisser dicter ma conduite par un papillon qui apprécie pas la natation. Un bon coup de soufflette de la bouche dans ses connecteurs, quelques minutes d'attente sur le bord de la route, et un effacement du défaut grâce à mon nouvel outil de diag, et on est reparti pour mettre la misère à ses culasses fraîchement rectifiées.
paraître un peu barbare, mais je connais pas de meilleur moyen d'être fixé. Première étape du test, ralenti jusqu'à voir si la température peut être maîtrisée par la ventilation et le reste du système de refroidissement. Étape 2, un col qui permet de longues accélérations sans prendre trop de vitesse, et là on surveille la température en direct. Bon, accessoirement, on peut en profiter aussi pour voir ce qu'on a comme pneu sur la bagnole et puis pour découvrir son comportement. Étape 3 optionnelle, vérifier qu'on est dans les clous vis-à-vis des chiffres annoncés en termes de performance. J'ai juste un trou pas à bas régime mais presque. Il y a des bruits à la con sous la caisse mais je pense savoir d'où ça vient. Et il y a des carénages autour des échappements en bas sur la descente et sur les collecteurs et je crois qu'il y a des points de soudure d'origine qui ont rouillé et cassé. Donc ça vibre, je suis quasiment sûr que c'est ça. Donc soit je vais les enlever, soit je vais les ressouder. Sinon bon, bah, c'est clairement pas un monstre hein. Mais encore une fois, pour faire de la neige, ça pourrait être bien. L'échappement aussi, je crois qu'il tape quelque chose. Peut-être même qu'il y a un cardan qui frotte à certains moments à l'arrière. Niveau température, ça a l'air d'aller. En tout cas, j'ai vraiment tapé dedans là. Ça lui a fait ni chaud ni froid. On va tester la gamme courte pour voir à quel genre de vitesse on peut rouler. Là on est en 3 à 50, là on est en 5ème à 70, et bah ouais, ça va être impeccable là pour la neige. On va jamais atteindre des vitesses énormes, on va peut-être rouler à max, je sais pas, 100, 110 par là, quand la route est bien large et qu'elle tourne pas trop. C'est largement suffisant. La commande de boîte est super dans cette bagnole. Franc, précis, court et la boîte est assez rapide. Pas mal. Tout ça pour dire qu'a priori, on a bien bossé, et qu'on va pouvoir aller de l'avant pour peaufiner les derniers détails et aménagements. Pour la température, je suis confiant, quand je sollicite le moteur dans les tours, elle a tendance à baisser sensiblement et c'est bon signe. Dans le cas où la température monterait immédiatement dans ces conditions, on aurait toutes les chances d'avoir un souci d'entrée de compression dans le circuit de refroidissement, ce qui n'est pas le cas donc. Je crois avoir remarqué que au niveau de la direction, j'ai un peu de jeu d'un côté. Je vais essayer de voir duquel c'est, mais le mieux ce serait que je passe en dessous pour tenir la barre et bouger la roue, et normalement ça devrait me donner une bonne indication de la pièce fautive. Moi je pense à une biellette de direction. Lors de la précédente vidéo, il y a je crois 48 commentaires, ou plus d'ailleurs, j'ai arrêté de compter, qui indiquaient que je travaillais pas dans des conditions optimales de sécurité. Vous avez tout à fait raison. Donc en plus du cric et de la chandelle que j'avais mis, puisque oui il y avait une chandelle, je me suis équipé pour cette fois-ci ne plus prendre qu'un risque limité, puisque le risque existe toujours et on n'a jamais assez de sécurité évidemment. Donc là je vais pouvoir me glisser l'esprit à peu près serein, mais pas tout à fait. Sauf que finalement c'était pas si simple. Voilà, du coup je peux pas passer, je pense, enfin non ça passe pas. Alors peut-être par l'avant. Ben non. Puis peut-être par l'arrière entre les deux chandelles. Ouais, c'est bon, je crois. Moralité, la sécurité, c'est bien, mais ça m'emmerde un peu. Voilà le nombre minimum de chandelles à utiliser pour un véhicule.
Tout manquement à ce minimum syndical vous expose à un nombre important de commentaires concernant votre sécurité. Mais rappelez-vous que c'est pour votre bien et il faut montrer l'exemple. Alors voilà, c'est ce que je fais. Donc pour moi, ça vient plutôt de cette roue. La biellette, ouais, de ce côté, à mon avis, il faudrait que je la remplace. Bon, on va virer ces machins. Les stickers, c'est comme les enfants. En général, on peut pas blairer ceux des autres. Comme à chacune de mes vidéos, n'oubliez pas à chaque fois de bien vérifier l'état de votre détecteur de second degré. Ça peut être important. Puis tout le monde sait que sur une voiture japonaise, les sponsors, ils sont sur la porte. Un de ceux qui me fait le plus plaisir à poser, c'est celui-là. Je pense qu'il le mérite amplement parce que si la voiture fonctionne bien aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Mais bon, faut pas déconner, donc il n'y a pas de mal à se faire du bien. On n'oublie pas ses sponsors. J'ai pas de sticker Autoshop. Nico Liris d'ailleurs, les gars, je vous attends. Hein. Les outils Diac, c'est chez eux que je les prends. Il y a un peu de tradition à respecter. Petit sticker Castrol, ça fait jamais de mal. Il a même droit à une double ration. Hop, les petits paix en plus, faut pas l'oublier. Et voilà, c'est devant cet émouvant mur de la fierté que je vais vous laisser pour cet épisode. On se redonne rendez-vous pour la prochaine fois. Ce sera pas forcément avec celle-ci, mais il y aura un épisode 3 avec l'Impreza, puisque de toute façon le projet c'était de la mettre dans la neige et pour l'instant il n'y a pas. Et s'il y en a un jour, faut qu'on soit prêt. Attends, il reste encore 2-3 petites choses à ajuster sur la voiture. Et puis il faut que je continue à l'éprouver pour être sûr que le jour où je tape dedans comme un fou furieux dans la poudreuse, je me retrouve pas coincé là-bas. Ça m'est déjà arrivé une fois, c'est pénible. Donc ciao.